nous commençons le chapitre 14, nous allons parler des fonctions trigonométriques, donc les fonctions cosinus et sinus. Nous allons introduire ces fonctions grâce à l'activité qui va utiliser largement le logiciel GeoGebra. Vous devrez donc ouvrir successivement 3 documents. Ouvrir d'abord le document 1. Ce document pour vous rappeler, pour faire quelques rappels sur la trigonométrie que vous avez étudié dans le chapitre 6. Donc la notion de cercle trigonométrique, de point image et la définition du sinus et du cosinus d'un réel t. Donc on se place dans un repère orthonormé OIJ. Dans ce repère orthonormé, j'ai construit le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre O de rayon 1 muni du sens direct, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va de I vers J par le chemin le plus court. En pointillé, j'ai construit la tangente au cercle au point I qui représente l'ensemble des réels. Donc le réel 0 ici étant I, les réels négatifs sur la partie inférieure de la droite et les réels positifs sur la partie supérieure de la droite. Par enroulement de la droite des réels autour du cercle trigonométrique, eh bien, on fait correspondre à tout réel t un unique point sur le cercle trigonométrique qui est appelé le point image du réel t. Si t est positif, on enroule dans le sens direct. Si t est négatif, on enroule dans le sens indirect. Ici, pour le réel t, j'ai choisi de le faire varier de 0 à pi. Donc il est toujours positif. Je fais varier ce réel et vous visualisez son point image sur le cercle trigonométrique. Donc si t est égal à 0,7, le point image de 0,7 est tel que la longueur de l'arc IM sur le cercle trigonométrique est égale à 0,7. Ça me donne l'occasion de rappeler également la définition du radian. Un angle de mesure 1 radian, c'est un angle qui intercepte sur le cercle trigonométrique un arc de cercle de longueur égale à 1. Alors, pour t égale 0,7, j'ai donc son point image M qui est ici. Le cosinus de t, c'est l'abscisse du point M. Donc ici, j'ai cosinus de 0,7 qui est environ égal à 0,76. Et l'ordonnée du point M correspond au sinus de t. Donc ici, au sinus de 0,7 qui est environ égal à 0,64. Alors, en faisant varier t, donc ici pour t égale 0, on part de cosinus 0 égale 1, sinus 0 égale 0. Ensuite, vous constatez, quand on se trouve dans le premier quart de cercle, que le cosinus diminue de 1 à 0, alors que le sinus augmente de 0 à 1. Quand on se trouve dans le deuxième quart de cercle, le cosinus diminue en étant négatif, donc il diminue de 0 à moins 1, et le sinus diminue également de 0 à 1. Et donc ce sont les variations de ces deux fonctions, la fonction cosinus et sinus, que nous allons en particulier étudier. Alors, à la figure que je viens de vous montrer, j'ai ajouté dans le document 2 le point P d'abscisse petit t et d'ordonner l'abscisse du point M. Première question, on affiche la trace du point P et on déplace le curseur. De quelle fonction le point P décrit-il la courbe? Alors, le point P, par construction, il a pour abscisse petit t et pour ordonner l'abscisse du point M. Or, l'abscisse du point M, on vient de dire que c'était le cosinus du réel t. Donc le point P a pour coordonnée t, cos de t. Ainsi, il décrit la courbe de la fonction cosinus. Et pourquoi sur l'intervalle 0π? Eh bien parce que, je vous le rappelle, je vous l'ai dit, le réel t, je le fais varier de 0 à π, tout simplement. Comment procéder pour obtenir la courbe de la fonction sinus sur 0π? Eh bien, de la même façon, je vais créer un point que je peux appeler Q, d'abscisse t et d'ordonnée l'ordonnée du point M. Ainsi, Q aura pour coordonnée t sinus t et va donc décrire la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle 0π. Donc là, vous ouvrez le document 2. Voilà, on place t à 0. Et pour visualiser donc, la courbe de la fonction cosinus, on va cocher la case cosinus et on va demander l'animation du curseur. Donc là, vous vous placez sur le curseur T, vous faites un clic droit avec votre souris et vous cliquez sur animer. Voilà, vous voyez le point P se déplacer.
on va jusqu'à, voilà, jusqu'à pi. Donc vous avez, on obtient ainsi, en rouge, la courbe de la fonction cosinus sur l'intervalle 0pi. Pour t égale 0, cosinus de 0 égale 1. Ensuite, t égale pi sur 2, le cosinus est égal à 0, donc c'est ici. Là, on peut dire qu'on est à pi sur 2 sur l'axe des abscisses. Et ensuite, pour t égale pi, le cosinus de t est égal à moins 1. On est ici. Même chose pour la fonction sinus. Mais sur l'intervalle 0pi, la fonction sinus, elle reste positive. Elle est toujours comprise entre 0 et 1. D'abord croissante, puis décroissante. Voilà, donc en rouge, ici, vous avez la courbe de la fonction cosinus sur l'intervalle 0pi, et en vert, la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle 0pi. Pour visualiser ces deux courbes sur l'intervalle moins 2pi, 2pi, pas compliqué, il suffit de modifier les propriétés du paramètre. Min, on met moins 2pi, max, on met 2pi. Voilà. Et puis ensuite, je vais déplacer mon graphique, je vais le centrer et surtout réduire. Voilà. Je place t à moins 2pi et je demande l'animation. Et vous avez les courbes des deux fonctions, cette fois sur l'intervalle moins 2pi, 2pi. Bon, j'aurais pi demander sur l'intervalle moins pi, pi, moins 3pi, 3pi, enfin, ce que je veux. Ces deux fonctions, bon, elles sont définies sur grand R, parce que à tout réel t, on peut associer son cosinus. De même pour la fonction sinus. Donc les ensembles de définition de ces deux fonctions, c'est moins l'infini plus l'infini. Leur ensemble d'arrivée, c'est l'intervalle moins 1, 1, parce que vous savez que pour tout réel t, le cosinus de t et le sinus de t sont compris entre moins 1 et 1. D'accord? Vous voyez que ces deux courbes sont, si je fais tracer les droites d'équation y égale moins 1 et y égale 1. Voilà, vous voyez que les deux courbes sont coincées entre ces deux droites. Propriété de ces deux fonctions. On va ouvrir le document 3 pour visualiser les courbes des deux fonctions sur grand R. Alors associez d'abord la courbe, chaque courbe à la fonction qu'elle représente. Bon, le code couleur étant le même que dans le document 2, ça n'est pas compliqué. Si nous n'avions pas de code couleur, eh bien il suffit, comme je l'ai fait dans l'activité, ici, question 1, de calculer l'image de 0 par chacune de ces fonctions. Le cosinus de 0 est égal à 1, donc c'est forcément la courbe rouge qui représente le cosinus. Et le sinus de 0 est égal à 0, donc la courbe verte représente la fonction sinus. Conjecturer la parité de chacune de ces fonctions et démontrer ces conjectures en utilisant le cercle trigonométrique. Alors, on peut conjecturer pour la fonction cosinus, donc représentée par la courbe rouge, on conjecture qu'elle est paire. Pourquoi? Parce que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour la fonction sinus, donc représentée par la courbe verte, cette courbe verte étant symétrique par rapport à l'origine du repère, on conjecture que la fonction sinus est impaire. Comment démontrer ces conjectures? Je ne vous ai pas refait la figure parce qu'elle est assez simple à faire. Il suffit donc sur ce cercle trigonométrique de placer le point image d'un réel t que vous appelez petit m. Donc vous placez par exemple, vous choisissez t égale 0,5 ou vous choisissez un réel t au hasard, vous placez un point m. Et vous allez placer ensuite le point m', image du réel moins t. Donc si le point image de t est ici, le point image de moins t, ce sera son symétrique par rapport à l'axe des abscisses. On l'a déjà vu. Et donc, m et m', comparons maintenant leurs coordonnées. Ils ont la même abscisse et ils ont des ordonnées opposées. Autrement dit, on peut dire que le cosinus de moins t est égal au cosinus de t et que le sinus de moins t est égal à l'opposé du sinus de t. Et ça pour tout réel t. Donc cette égalité-là, pour le cosinus, nous prouve que la fonction cosinus est paire, et l'égalité pour la fonction sinus nous prouve qu'elle est impaire. Quelle autre particularité présentent ces deux courbes? On constate une répétition
dans ces courbes. On constate par exemple si on se place sur l'intervalle 0, 2π, si j'observe la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle 0, 2π, et bien sur l'intervalle 2π, 4π, j'ai la même. Et sur l'intervalle 4π, 6π, également. Donc en fait, on constate qu'on a que la courbe se répète tous les 2π. Donc on peut dire que ces deux fonctions sont périodiques et la période c'est 2π. Vous avez sûrement vu en physique pour le nom de ces fonctions, de ces courbes, pardon, que ces courbes s'appellent des sinusoïdes. Donc ces deux fonctions, la fonction cosinus et la fonction sinus, sont périodiques de période 2π. La démonstration, elle est assez simple, elle utilise quelque chose, elle se base sur quelque chose que vous connaissez. On se place, on reprend notre cercle trigonométrique. Si on place sur le cercle trigonométrique le point image du réel t, eh bien le point image du réel t plus 2π, ce sera le même, parce que 2π, c'est le périmètre du cercle trigonométrique. Donc t plus 2π, on fait un tour de cercle dans le sens direct. T plus 4π, on fait deux tours de cercle dans le sens direct. T moins 2π, on fait un tour de cercle dans le sens indirect, etc. Donc pour tout réel t et tout entier relatif k, les points images de t et de t plus 2kπ sont confondus. Autrement dit, ils ont la même abscisse et la même ordonnée. On peut donc dire que pour tout réel t, cos de t plus 2π égale cos t, et sin t plus 2π égale sin t. Ces deux égalités-là nous prouvent que les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période 2π. Donc voilà le premier bilan de cette activité. C'est à retenir donc la parité de chacune de ces fonctions. La fonction cosinus est paire, la fonction sinus est impaire, et le fait qu'elle soit périodique de période 2π.